Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire, une série de reportages et d'interviews uniques signée Volvo Trucks France. Kevin Jiménez est fils de transporteur et il co-dirige avec ses parents l'entreprise familiale. En parallèle, depuis plus de 10 ans, il mène une carrière de pilote automobile. Il s'est imposé sur différents podiums en France et en Europe et rattrapé par sa passion, il s'est essayé tout récemment à la course de camions au volant d'un Volvo VNL, une gamme de camions à museau. Un camion que Kevin nous présente chez lui, à Toulouse, au siège de son entreprise de transport. Bonjour Kevin. Bonjour. Merci de nous accueillir ici aujourd'hui. On est chez toi, dans l'antre de votre entreprise familiale, à tes parents et à toi. Et on est devant un camion un peu spécifique qui représente l'une de tes nouvelles passions. Oui, donc j'ai une passion assez prononcée pour les sports mécaniques, sports automobiles et depuis peu j'ai voulu essayer les courses de camions avec un Volvo VN qui est un très beau modèle, un des seuls Volvo engagés dans le championnat de France camion. C'était un plaisir pour moi de pouvoir faire mes débuts en course de camion au volant de ce camion. On va y revenir un peu après parce qu'on a envie d'entendre son bruit aussi et de le faire démarrer. Ça fait beaucoup de bruit. On va attendre qu'il y ait des conducteurs qui se réveillent parce que juste à côté il y a la salle de repos, c'est ça ? Oui, il y a des conducteurs qui découchent sur le site, donc on va éviter de les réveiller avec le son du moteur. Donc on va attendre un petit peu. Du coup, avant de le démarrer, on va revenir sur ton parcours à toi, Kevin, pour comprendre d'où vient cette passion pour le sport automobile, la mécanique aussi un petit peu. Je crois que c'est ton papa qui t'a un petit peu mis les pieds là-dedans. Oui, mon père est mécanicien de formation et donc avant de créer l'entreprise, il travaillait dans un atelier mécanique et c'est vraiment mon père qui m'a transmis cette passion pour la mécanique tout d'abord et puis pour les sports mécaniques par la suite. Mais j'ai pas eu l'occasion de piloter avant l'âge de 24 ans, quelque chose comme ça. Donc en sport automobile cette fois-ci. Oui, avec donc dans une formule de promotion monomarque organisée par Peugeot qui s'appelait les rencontres Peugeot Sport. Et c'était la toute première année de la Peugeot 208 en 2013. Mais toi, ta passion pour le sport automobile, comment est-ce que tu as pu y arriver ? Parce qu'il faut du temps, de l'argent, et puis être un peu doué aussi, ça peut aider. Au départ, c'est mon père qui me faisait regarder les Grands Prix de Formule 1 le dimanche sur TF1 avec la voix de Jean-Louis Moncé. Et ça, c'est quelque chose qui est resté gravé dans mon esprit et qui, je pense, m'a donné l'envie de m'intéresser un peu plus au sport mécanique. Donc par la suite, j'ai eu l'occasion d'aller sur des événements comme le Grand Prix Camion de Nogaro ou des Grands Prix Moto au circuit d'Albi. Et je ne sais pas, avec mes yeux d'enfant et en ayant grandi dans un univers du transport où on est quand même avant tout passionné par la mécanique, par les engins, les moteurs et tout ce qui va autour. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire mes débuts en sport auto en 2013, donc en Peugeot comme je le disais. Puis par la suite dans une autre formule monomarque comme la Clio Cup. Actuellement j'évolue pour ma 3e année en championnat d'Europe GT4 European Series au volant d'une Aston Martin. Et comme on a des forts contacts et des liens d'amitié avec la famille Calvé, j'ai rapidement mis les fesses dans un baquet passager avec Théo sur le circuit de Nogaro en 2018. Et je pense que là, il y a une petite graine qui s'est plantée pour les courses de camions et que par la suite, j'ai eu envie de moi-même essayer. Donc naturellement, ça s'est aussi fait avec la famille Calvé, puisque Théo et Fabien s'occupent de la Bugira Academy France sur le circuit de Nogaro et que c'est sur ce circuit-là, au volant du Volvo avec lequel j'ai eu l'occasion de faire mes débuts, que j'ai pu faire ma première initiation. Encadré par Théo, qui est un formateur plutôt expérimenté, qui a une certaine pédagogie, et donc tout s'est fait de manière très fluide. Et j'ai décidé à l'issue de ma première journée à la Bugira Academy de franchir le pas et de m'inscrire sur la course du Castellet pour l'ouverture du championnat. Donc cette course-là,
C'est plutôt bien passé puisque on avait fixé un objectif qui était réalisable, à savoir déjà terminer la course. Et puis après, moi, intimement, je m'étais quand même fixé comme objectif de finir dans le top 10 en n'ayant aucune idée de savoir si c'était réalisable. Parce que, à part le regarder depuis le bord de la piste et faire des commentaires comme n'importe quel spectateur, je ne m'imaginais pas ce que ça pouvait être. Le niveau de compétitivité, on ne s'imagine pas. Tant qu'on ne se retrouve pas au volant du camion au milieu des autres, on ne peut pas juger ni jauger quel serait son niveau de performance. Donc je suis très content d'avoir atteint ce deuxième objectif puisque j'ai terminé à 2 reprises dans le top 10 et les 2 autres fois pas très loin. Donc tout s'est très bien passé, il a fait beau, il y avait énormément de spectateurs. C'était très agréable de pouvoir évoluer sur ce circuit-là en toute sécurité puisque le circuit du Castellet, c'est un des circuits où on a le plus de dégagement. Donc pour moi, c'était rassurant de faire mes débuts sur un circuit comme ça. Mais t'as mis du temps, toi, à te dire que finalement, peut-être que la course de camion, ça pouvait t'intéresser. Oui, j'ai mis du temps parce que j'évoluais dans le sport auto au volant d'une voiture. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, des gens de mon entourage professionnel m'ont dit pourquoi tu fais pas des courses de camion. Je ne savais pas répondre à cette question, mais moi, pour moi, un camion, malgré que j'ai la passion pour le camion et qu'on a quelques camions décorés ou équipés dans la flotte, pour moi, un camion, ça reste quand même un outil pour travailler. Je ne m'étais pas imaginé faire des courses avec un camion. J'aimais bien les regarder, mais je ne m'étais pas imaginé moi au volant d'un camion de course. Mais Et pourquoi? Parce que, alors, outil pour travailler, parce que tu te disais, ça va pas assez vite, il n'y a pas les mêmes sensations que quand on fait du sport automobile. Tu avais des a priori? ouais, peut-être par manque d'ouverture d'esprit. J'aimais bien les regarder, les courses de camion, mais je ne m'étais pas imaginé au volant. Et puis l'idée a changé peut-être quand j'ai fait le baptême avec Théo, où c'est vrai que j'étais assez surpris de voir l'accélération déjà, la sensation qu'on peut avoir dans le camion. Niveau accélération, ça n'a pas grand-chose à envier à ce que je connais moi comme voiture, même dernièrement la Aston Martin. Quand le camion il est en prise, l'accélération elle est assez impressionnante pour un véhicule lourd. Après, bon, ça a d'autres aptitudes par rapport à une voiture, donc il y a pas. On pourrait faire des comparaisons, mais c'est vraiment 2 véhicules très différents. J'ai pris énormément de plaisir au volant du camion pour des raisons très différentes de ce que je peux ressentir au volant d'une voiture de course. Mais ça m'a donné envie d'en faire plus. Donc je ne sais pas encore si le projet sera réalisable pour 2025 ou peut-être plus tard dans les années à venir. Mais en tout cas, ça m'a donné l'envie d'en faire plus sérieusement plus tard. Tu n'as pas arrêté la course automobile, donc ça vient en plus de ces projets-là de ton côté. Oui, alors c'est évidemment bon, le temps qui m'empêche d'en faire plus, mais aussi le budget. Bon, le temps parce que je suis quand même directeur général d'une filiale du groupe familial et que je co-dirige l'entreprise principale avec mes parents. Donc c'est énormément de temps. En ce qui concerne le budget, bon, on arrive à réunir un certain nombre de partenaires qui m'accompagnent dans le projet et à qui j'ai commencé à présenter justement le projet camion. Mais je ne pourrais pas tout faire. Tu dis que ça commence à plaire, la course camion. On pensait que c'était un sport un peu plus confidentiel que la course automobile. Et ça commence un petit peu à attiser la curiosité, à drainer un petit peu les foules. Ouais, alors moi en tant que spectateur, bon, ça fait longtemps que je peux mesurer la popularité des meetings auprès des spectateurs, mais je crois que c'est quand même en croissance chaque année. Et sur la piste, ce que j'ai pu remarquer, c'est que le niveau de préparation des camions est aussi à la hausse chaque année. Il y a de plus en plus de camions qui sont compétitifs et qui sont capables de se battre dans le top 10 ou pour des podiums. Et le niveau de pilotage de l'ensemble du plateau, que ce soit les pilotes qui évoluent depuis plusieurs années ou les nouveaux qui se sont rajoutés ces dernières années, tout ça évolue aussi dans le bon sens. Et de mon point de vue, c'est aussi quelque chose qui m'attire parce que je suis compétiteur. J'aime évidemment gagner des courses, au pire terminer sur le podium. Et quand on gagne une course où il n'y avait pas de compétitivité, c'est pas très intéressant. Et le championnat de France Camion, c'est un championnat qui est de plus en plus compétitif, ou en tout cas, il y a de plus en plus de personnes en mesure aujourd'hui de terminer sur le podium à la régulière.
Est-ce qu'il faut être forcément dans le milieu de transport pour être assis au volant de ce camion de course, selon toi? Alors, dans les faits, non, puisque actuellement dans le championnat de France, il y a des pilotes qui ne sont pas forcément dans le transport. Certains qui ont eu une carrière dans le sport automobile et qui viennent faire du camion, mais qui n'ont pas de lien avec le transport. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que c'est pas une secte qui s'ouvre que aux personnes du transport. C'est ouvert à tout le monde. Et n'importe qui a un attrait particulier pour la course automobile peut un jour faire l'essai d'un camion de course. Je pense que le meilleur moyen d'y arriver, c'est par la Bugira Academy. Et c'est parce que ça reste une formule très accessible pour essayer un camion et avoir d'excellents conseils d'un pilote qui est quand même dont le palmarès n'est plus approuvé. Est-ce qu'on peut faire un tour dans ce camion de course? Bien sûr. Monter dedans en tout cas avant de le démarrer? Ouais. Je te suis. Je vois que les rideaux du camion du conducteur qui dormait se sont ouverts, donc on va pouvoir même le démarrer. Eh ben, parfait, sans déranger personne. Donc ça c'est un camion de course qui est complètement équipé. Oui. D'ailleurs peut-être avant de monter dedans, on peut faire un tour en extérieur parce qu'on a tous en image un camion sur la route, mais un camion de course c'est encore autre chose. C'est quoi déjà la différence entre un camion de transport et un camion de course? Comment est-ce qu'il est préparé? Alors la base du châssis est la même, c'est-à-dire que le châssis qui est utilisé pour faire un camion de course, c'est le châssis d'un camion de série. Peut-être que Fabien me corrigerait, mais il me semble que c'est dans le règlement, il faut que ce soit les poutres du camion d'origine. Ensuite, il y a un faux châssis qui est assemblé autour et qui permet de trouver la bonne rigidité de châssis. Donc c'est ça. Okay. Ça, c'est la partie d'origine. Et ça, c'est la partie qui est rajoutée. Même la croix qu'on voit là, ça, c'est une partie qui est rajoutée. Donc ça, couplé aux suspensions, le but, c'est de trouver la bonne souplesse ou rigidité en fonction de ce qu'on va vouloir chercher comme résultat. Donc ça, c'est un savant mélange que les ingénieurs qui se penchent dessus ont la charge de trouver, puisqu'il ne faut pas que le camion soit trop raide. Et il ne faut pas qu'il soit trop souple non plus. Par rapport à un camion dont on va se servir sur la route, il va permettre quoi comme performance? La vitesse évidemment, mais c'est d'accrocher plus la route. Quelles sont les différences? Il y a le moteur qui développe énormément plus de chevaux qu'un moteur de série. Mais c'est quand même la base d'un moteur de série. Il faut que ce soit un 13 litres de cylindrée. Les moteurs des camions de course sur le plateau du championnat de France ont une puissance qui va jusqu'à 1200 chevaux, avec 5 à 6 000 Nm de couple en moyenne. Par rapport à un camion de route? Par rapport à un camion de route qui en moyenne, ça fait 500 chevaux. Même si chez Volvo, vous faites des 780 chevaux depuis cette année, il me semble. Mais la moyenne du parc, c'est 500 chevaux environ. Là, un camion de course, ça fait entre 1000 et 1200 chevaux. Il y a le châssis qui va permettre d'avoir le bon grip, parce qu'en ayant 1200 chevaux, il faut quand même trouver la motricité. Donc ça, c'est tout le travail de souplesse du châssis et des suspensions qui vont permettre de passer la puissance au sol. En ce qui concerne les freins, c'est des freins d'origine qui suffisent largement puisqu'ils sont développés pour arrêter un poids lourd à 44 tonnes. Maintenant, ce qu'on va venir rajouter dessus, c'est un système de refroidissement. Puisque les freinages sont très répétés, il faut pouvoir améliorer le refroidissement. Donc pour ça, on pulvérise de l'eau sur les freins. De l'eau en quantité suffisante pour refroidir, mais pas trop importante pour que ça ne mouille pas la bande de roulement du pneumatique et qu'on garde le grip. Et alors pour grimper dedans, comment ça marche? Est-ce que c'est compliqué ou... C'est plus facile dans un camion à museau qu'une cabine avancée. Parce que grâce au museau et que la cabine soit reculée, on peut mettre une marche sur la jupe latérale. Alors que sur une cabine avancée, il faut être assez acrobate et mettre les pieds sur la roue. C'est plus artistique. Je fais le tour alors, je vais essayer de grimper toute seule. C'est quand même très spartiate. Oui, il faut
Il faut enlever tout ce qui est garniture d'origine, tous les équipements d'origine et y mettre un arceau de sécurité. Un arceau, donc des tubes soudés qui permettent en cas d'accident, d'écrasement de la cabine, ça permet de préserver le pilote à bord. Donc là, on a des arceaux partout dans la cabine en fait, avec des sièges qui sont adaptés aussi à la course. Donc les baquets également ont une homologation par la FFSA pour être utilisés en course et donc ils doivent répondre à une homologation. Ils ont une date de validité également, donc avec les harnais qui permettent en cas de choc d'être bien maintenus dans une espèce de coquille qui va nous protéger autant en latéral qu'en frontal. Tu pilotes seul ou est-ce qu'il y a quelqu'un assis à côté de toi? On pilote seul, mais le baquet passager sert à pouvoir faire des baptêmes pour la presse ou les partenaires le vendredi veille des épreuves. Ou alors dans le cadre de la Bukera Academy, en premier lieu Théo il vous fait faire un tour, c'est lui qui prend le volant, vous êtes passager et par le biais d'une liaison radio entre les deux casques, il peut vous expliquer un petit peu les détails, les endroits où il faut appliquer certaines règles plus que d'autres. Donc le baquet ne sert qu'à ça. Je dis c'est spartiate parce que quand on monte à l'intérieur de ce camion de course, on a des fils, des branchements dans tous les sens, il n'y a pas d'habitacle, c'est vraiment brut de décoffrage en fait. Et on sent qu'il y a de la mécanique à chaque endroit en fait de cet habitacle. Complètement. Il faut que ce soit léger et il faut que ce soit accessible. Donc la première chose à virer, ce sont les garnitures. Donc là, on voit tout le faisceau. C'est des faisceaux qui sont bien adaptés pour la course parce qu'il y a quand même un paquet d'éléments qui n'ont rien en commun avec les équipements d'origine et donc le faisceau d'origine n'a plus sa place et un faisceau adapté vient être greffé à la place. Donc là, par exemple, sur la console que j'ai à ma droite, d'une belle réalisation en carbone, il faut le souligner. On a quelques manos qui sont intéressants. Donc on a la pression de turbo qui permet déjà de voir si le moteur a la santé. Donc ça c'est un indicateur qui est intéressant. Ensuite on a la pression d'eau. Là on a le manomètre de pression qui nous indique si la pompe est bien en fonctionnement ou pas. Tu le regardes en temps réel pendant la course ? Oui, parce qu'on se retrouve à pouvoir ajuster la pression d'eau des freins. Et ça c'est un détail qui est très important. Parce que l'échangeur, on voudrait pouvoir y envoyer autant d'eau qu'on peut en mettre. Si on pouvait mettre un jet d'eau, on le ferait. Parce que le but, c'est vraiment de le refroidir à des températures assez basses. Et d'où vient l'eau ? Il y a un stock, il y a un stockage d'eau ? On a 2 réservoirs d'eau sur celui-ci, c'est 2 fois 100 litres. Donc on embarque 200 litres d'eau et selon la température extérieure ou le degré technique du circuit et la sollicitation des freins, on va quasiment tout utiliser. Donc cette molette-là, elle me sert à régler la quantité d'eau que je vais injecter sur les freins. Là, on a une molette qui porte une étiquette où il y a marqué limiteur. Ça, c'est pour la vitesse max du véhicule. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est bridé à 160 km/h, mais la vitesse étant régulée en sortie de boîte, ça va dépendre beaucoup de la circonférence des pneumatiques. Donc entre un pneu neuf et un pneu usé, il peut y avoir quelques km/h d'écart. Donc on vient toucher à ce limiteur en fonction de l'usure des pneumatiques. On va plus ou moins rajouter, rehausser ou abaisser le limiteur. C'est bruyant, oui. Mais après, avec le casque et l'euphorie, la concentration de la course, on fait complètement abstraction du bruit. Et on ne prend l'information auditive que de la performance. C'est-à-dire qu'au bruit, on va se rendre compte si le moteur il est libéré ou s'il a éventuellement une contrainte ou un défaut, quelque chose qui le retient. Là, on va l'écouter, on entend que le moteur il ratatouille, donc c'est difficile de faire un diagnostic comme ça, mais j'imagine qu'il y a peut-être un cylindre qui ne tourne pas.
Peut-être un injecteur, bon ça on le verra. Mais il a quelque chose à nous dire. Peut-être qu'il est un petit peu malade et il a besoin qu'on s'occupe de lui. C'est vraiment un concentré de technologie. On peut dire que c'est fragile, un camion de course comme celui-ci. Ça demande beaucoup d'attention. C'est pas vraiment fragile, mais il faut vraiment quand même contrôler certains points essentiels sur le châssis, parce que y a d'énormes contraintes qui sont supportées par le châssis et les divers équipements autour du camion. Donc il faut quand même un contrôle visuel après chaque séance de voir s'il n'y a pas un élément qui est en train de se desserrer ou de se dessouder, de se fendre en deux. C'est pas fragile, mais ça demande de l'attention parce que les contraintes sont énormes. Est-ce que tu penses qu'un jour tu pourrais finalement ne faire que du camion de course? Bon, ce qui est sûr, c'est que je suis pas pilote professionnel, donc faire du camion de course à la place de mon activité professionnelle, non. Mais remplacer les courses de voiture par des courses de camion, pour l'instant la question ne se pose pas. Mais oui, dans les années à venir, pourquoi pas? Pourquoi pas? Évidemment, ça dépendra de ce qu'on arrivera à faire avec les partenaires, des opportunités qui pourraient se présenter. À ce stade-là, je suis incapable de le dire, mais en tout cas, je serais quand même fortement intéressé à un moment ou à un autre de faire une saison complète de camion. Ma saison de voiture n'est pas encore terminée. À ce stade-là, des discussions que j'ai pu avoir avec mon team ou avec mon équipier en voiture ou même la famille Calvé, il est impossible pour moi d'imaginer encore précisément ce que je ferai l'année prochaine. Mais c'est sûr que le camion fait partie de mon avenir. Celui-ci, c'est un camion Volvo. Et on a une question que l'on pose à l'ensemble des intervenants du podcast à la fin de chaque épisode. Si tu devais résumer en un mot Volvo, qu'est-ce que tu dirais? La performance. Performance, robustesse, fiabilité, plaisir, énormément de plaisir. Volvo se positionne parmi les camions premium du marché. C'est évidemment pas la seule marque à le faire, mais ils sont positionnés parmi les marques premium. Et on a, nous personnellement, la famille Jiménez, un attachement particulier avec la marque Volvo, puisque mon père conduisait un Volvo quand il était salarié. Il a démarré l'entreprise avec un Volvo. Nos premiers camions, quand on a commencé à étoffer, à avoir un deuxième camion, puis un troisième, c'était des Volvo. Et 28 ans après, on a toujours des Volvo. Donc évidemment, tout n'a pas toujours été tout rose. Il y a eu des hauts et des bas. Mais ce qu'on apprécie avec des marques comme Volvo, c'est que c'est la relation qu'on a avec les hommes. Et au-delà du produit qui est fort sympathique, on apprécie surtout les relations qu'on a avec les hommes. Merci beaucoup Kevin. À bientôt. On va essayer de descendre maintenant sans se casser la figure. Comment ça s'ouvre? C'est cette gâche là. Ah oui, il fallait tomber. Merci.